Ok. Euh, Isabelle, si tu es OK avec ça, l'idée c'est un petit peu de te permettre de retourner, revisiter un certain nombre de choses, du comment, du pourquoi, du... je vais commencer comme ça. Vas-y. Vas-y. Si tu peux m'expliquer, Oui. quand est-ce que c'est arrivé cette idée-là? Ah, l'idée de travailler avec le mouvement oculaire me revient de très longtemps. Je fais de la PNL depuis plus de 30 ans et tu sais, en PNL, on apprend le modèle des mouvements oculaires. C'est très sommaire. Ouais, Mais il y a des études qui avaient montré à l'époque qu'on regardait en haut, c'est visuel, etc. absolument, ouais. Sur le remémoré, sur le construit, des choses Voilà, comme ça. c'est Ok. exactement ça. Ça marche, ouais. Mais je m'étais rendu compte quand j'avais commencé à enseigner ça, que dans le fond, on n'utilisait pas vraiment en PNL, que c'était un contenu intéressant, mais personne ne faisait pas grand-chose avec. Oui. Mais moi, je faisais de l'accompagnement et j'en fais encore aujourd'hui. Donc, quand on accompagne quelqu'un, on voit les yeux bouger dans toutes sortes de directions et ça nous donne de l'information très intéressante et pertinente pour nous. Et j'ai remarqué que selon où bougeaient les yeux, que naturellement, intuitivement en tant qu'accompagnante, j'avais envie de poser certaines questions plutôt que d'autres. Et ça me donnait des repères. C'était quoi l'une des premières questions que tu t'es posées justement à ce niveau-là? Ben écoute, pourquoi quelqu'un va regarder en haut quand je leur pose une question ou quand ils sont en train de vivre quelque chose d'important, pourquoi ils regardent en bas? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça et quel impact ça peut avoir? Et j'avais remarqué aussi que quand je parlais à quelqu'un et que les yeux bougeaient, des fois ils ne m'entendaient pas. Oui. Donc j'ai dit, bon, ben, c'est intéressant, ça veut dire que selon où va le regard, il faut un temps d'arrêt, il faut laisser la personne intégrer. Ensuite, c'est parce qu'ils vont avoir des images ou des sons ou des sensations. Ce qui m'a emmené à me dire, ben, comment est-ce que je pourrais utiliser ça en accompagnement pour faire en sorte que la personne active encore plus à l'intérieur d'elle des solutions ou des ressources pour l'aider à atteindre son but. Ça a été mes questions du départ. Ok. C'est vrai que dans cette technique, le regard va souvent se replacer au même endroit, Oui. dans la mesure où il n'a pas encore été travaillé. C'est-à-dire que la représentation va être posée à un endroit, une fois que c'est travaillé, il y a de la transformation, il y a tout ça. Comment tu as été chercher cette information-là pour savoir qu'effectivement la personne revenait à cet endroit-là? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une des choses que j'ai trouvé absolument fantastique quand j'ai commencé à comprendre tout ça. Quand je demandais à la personne, par exemple, son but, son objectif, je voyais que ses yeux allaient dans une direction. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là n'a pas encore atteint ce but-là? Et je posais d'autres questions. Mais quand tu as déjà réalisé quelque chose, qu'est-ce qui se passait? Donc, aller chercher les stratégies ou les connaissances ou les compétences que la personne a développées. Et de temps en temps, je voyais que la personne, son regard allait ailleurs. Et là, j'ai eu l'hypothèse ou le questionnement, en tout cas, à me dire, est-ce que ça se peut que l'encodage, parce qu'on parle de représentation interne et d'encodage, soit différent selon l'objectif qui est atteint comparativement à un objectif qui ne l'est pas? Donc, en d'autres mots, comment faire en sorte de relier ensemble des compétences innées, acquises, mais souvent rendues intérieures, pour que la personne puisse les mettre en place pour arriver à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc, je voyais que quand je posais des questions, parce que j'étais très curieuse de nature et je le suis encore, et là, c'était dans la recherche, hein, quand je demandais à quelqu'un, mais la dernière fois que tu as réalisé tel but, tu étais vraiment content, comment ça s'est passé, parle-moi-en, et je voyais que les yeux allaient dans une direction. Et je me suis dit, c'était intuitif et instinctif, mais je me disais, si on relie ça ensemble, si on permet à l'être intérieur d'aller chercher des compétences déjà acquises et les ramener à la surface pour les relier avec un objectif souhaité, qu'est-ce qui se passera? Ok. Et puis tu as testé? J'ai testé, j'ai développé des protocoles, j'ai testé avec des clients pendant plus de 20 ans. Ok. Juste comme ça, parce que c'est à peu près combien de personnes que tu as rencontrées comme ça? Des milliers. Non, mais c'est important, parce que tu sais, il y a des gens au niveau de comment la valeur qu'ils vont donner, c'est vrai que c'est empirique, que tu as commencé de façon intuitive, tu t'es posé des questions, tu n'as pas forcément posé dès le début des traces écrites là-dessus, c'est venu au fur et à mesure. C'est exactement ça, c'est venu avec la clientèle. Au fur et à mesure que j'observais certaines choses, j'ai eu envie de tester, de vérifier, de valider. Et à un moment donné, j'ai dit, ah, il y a quelque chose d'intéressant. Et après ça, j'ai compris un processus. Et donc, j'ai
compris à l'intérieur de moi, là c'était pas intuitif, c'était aussi un décodage, que si je fais faire au client certaines choses, pas dans un ordre précis, mais plutôt dans une compréhension de séquence qui est en lien avec le besoin de la personne. Tu peux préciser ça, oui. la compréhension de séquence? Oui, alors admettons que je voyais quelqu'un qui, quand il pensait à quelque chose qu'il avait déjà résolu, qu'il avait déjà complété, ses yeux vont vers le bas, et que quand il est en train de parler d'une difficulté qu'il vit, ses yeux sont vers le haut. Okay. Là, tu parles d'un cas spécifique ou tu parles d'un cas général? Que je pense à un client en particulier. Ok, quand je pense ça marche. Parce que c'est vrai, tu as raison, parce qu'en bas et en haut, ça va varier d'une personne à l'autre. Donc, tu as absolument raison. C'est important de le dire, parce que tout le monde n'est pas pareil, au contraire. Tout le monde on va avoir quelqu'un, il va fonctionner avec un autre système. Absolument, c'est exactement. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être l'inverse même. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, et que j'ai validé, c'est que quand on réactivait, c'est-à-dire que quand je ramenais la personne à ramener ses yeux dans l'espace, et c'est même physique, là, l'espace extérieur même, où la personne avait la représentation interne mais extériorisée, que automatiquement, et c'est ce que je trouve absolument incroyable, toutes les compétences, connaissances et tout ça, tout revenait en même temps. Et puis là, la personne, si elle va connecter une ressource, c'est bon, tu peux le calibrer, tu peux le voir, et que quand tu vas aller chercher l'espace un peu de défi, de problème, ça se... Il y a tout de suite, et c'est exactement ça, quelque chose qui se passe au niveau de la physiologie, au niveau du corps, au niveau de l'intensité, au niveau du émotionnel. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est que ça se fait super vite. Si on compare à d'autres techniques qui sont liées à ça, où il va y avoir besoin du langage, il va y avoir besoin d'un certain nombre de choses pour aller connecter, soit avec du wow, soit avec du c'est pas le même temps. Tu vois, ça c'est une des choses qui a été importante pour moi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai travaillé aussi en entreprise, et on fait de l'accompagnement, on n'a pas beaucoup de temps, de toute façon, même au niveau public, qui organise ça partout, pas beaucoup de temps, pas beaucoup de budget pour avoir beaucoup d'impact. Donc je me suis toujours posé la question, comment je peux avoir le plus d'impact, aider le client pour plus, l'accompagner au meilleur, mais que la personne, parce que c'est elle qui fait son changement, peut plus rapidement, efficacement aller chercher des ressources, l'efficacité intérieure, cette force qu'ils ont déjà, mais qui est à l'intérieur d'eux, et puis que pour toutes sortes de raisons, ils n'arrivaient pas à extérioriser. Voilà. Donc ça, c'était un critère important pour moi, l'efficacité, la rapidité, et je me suis rendu compte qu'avec le mouvement des yeux, waouh, ça venait tout de suite. Donc, sauver du temps, ça c'est sûr. Pour nous, mais surtout pour le client. Parce qu'ils n'ont pas 20 ans à perdre pour résoudre ou aller chercher une ressource ou atteindre un but. Puis sauver du temps dans le sens, c'est qu'à un moment donné, la personne a besoin de prendre contact avec le problème. Mais le fait que ça va vite, ça sort vite. Ce qui fait qu'on ne laisse pas la personne forcément dans quelque chose que la personne va considérer comme désagréable. Exactement. Puis en plus, on peut travailler avec le principe de l'échelle, comme de l'échelle de Shazor par exemple. En thérapie orientée solution pour les gens qui font de la thérapie, mais dans le coaching, on ferait des choses similaires à notre niveau. Donc, pourvu que la personne me contacte, elle réactive rapidement l'expérience. C'est comme, par exemple, si je demandais à quelqu'un où est-ce que tu as placé quelque chose chez toi, et que cette chose-là, c'est la chose qui est importante qui va faire la différence. Donc, si on est dans la bonne pièce et que la personne nous dit c'est sur la table, une fois qu'on sait que c'est sur la table, pouf, voilà, c'est réactivé. OK. On va essayer de creuser, on va aller un petit peu plus loin. Parce que, comme tu le sais, puis je suis psychothérapeute là-dessus, et moi j'ai des publics qui, à des moments, au niveau du verbe, c'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que souvent, dans un travail de coaching, dans un travail psychothérapeutique, on va beaucoup utiliser le langage, le verbe. Et c'est vrai que depuis que je me suis formé, que j'ai utilisé cette technique-là, ce que moi j'apprécie, c'est que par rapport à la personne qui veut préserver, dépendant de qui elle est, comment elle fonctionne, un certain nombre de choses, qui n'est pas dans l'idée de raconter, il y a vraiment cette possibilité de maintenir une bienveillance encore plus loin que ce qu'on peut avoir dans un cadre plutôt ordinaire. C'est tellement juste ce que tu dis. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu travailler avec le mouvement des yeux. J'ai remarqué que les gens contactent rapidement l'émotion et l'expérience, la représentation interne, et des fois n'ont pas la capacité de dire avec des mots l'expérience en soi, mais peuvent la revivre, la recontacter, la réexpérimenter.
ce qu'on a besoin pour en fait la transformer ou la changer. Absolument. Et je vais me permettre de rajouter quelque chose, c'est oui. qu'en plus, quand on va questionner, on amène la personne à quitter cet état-là. C'est ça, il ne reste pas dedans. Il ne reste pas dedans. Et le fait que, hop, il va contacter, on va rester dans le schéma intérieur sans que la personne quitte, revienne. Oui. Ce qui fait que tu es dans un circuit encore avec cette même rapidité, parce que l'élément qui va être déclencheur chez la personne inconfortable, tout de suite, elle reste en intérieur, elle reste au niveau des mouvements oculaires, et elle va aller contacter la ressource. Ce qui fait que la combinaison, elle va être facile et elle ne passe pas par le mental. Exactement. Je pourrais dire ça différemment, je vais utiliser une métaphore pour qu'on comprenne, mais tu sais, je parlais de la pièce de la maison où on a des choses sur une table, mais une fois que le client sait que ce sur quoi il veut travailler, soit une ressource par exemple, ou un problème sur la table, il n'est pas obligé de rester dans la cuisine ou dans le salon où est la pièce. On peut continuer à aller ailleurs, mais on sait que c'est là. Donc l'important c'est de pouvoir le connecter. On sait que c'est là, le mouvement oculaire va y accéder, toute l'information va revenir, mais on n'est pas obligé de rester à côté. Donc pas nécessairement longtemps, on n'a pas besoin d'être dans des émotions intenses, mais on le contacte cependant. Et c'est la beauté de la chose. Et moi, c'est-à-dire dans ma façon d'envisager, j'aime bien l'autonomie et j'aime bien que les personnes, à un moment donné, quand c'est possible, qu'ils n'aient plus besoin de moi. Oui, moi aussi. C'est partie de mes valeurs importantes, oui, que les gens sont tellement autonomes. Et une fois qu'ils ont identifié des zones de ressources très très fortes, moi j'ai remarqué sur le travail que j'avais fait avec certains, c'est que à des moments, ils vont d'eux-mêmes, soit inconsciemment ou consciemment, aller chercher la ressource qui va les remettre dans une énergie, qui va les rendre disponibles par rapport à ce qu'ils ont à réaliser, lié à leurs objectifs, lié à leurs défis, et ainsi de suite. C'est ça, parce que dans la formation, une fois que les gens ont fait leur repérage de où sont mes ressources, où sont mes défis, ils peuvent le réutiliser. Parce que c'est comme laisser un objet sur une table, on sait qu'il est là, on peut le reprendre, on peut l'utiliser à volonté. Aussi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, une fois qu'on sait exactement où quelque chose est placé, c'est de pouvoir le réutiliser, mais c'est la rapidité d'exécution. Et ce qui fait que, comme tu as dit tout à l'heure, les gens n'ont pas besoin de parler longtemps. Voilà, donc ça c'est très bien. Ils n'ont même pas besoin de parler. Exactement, comme pas besoin de parler, exactement. Et puis, il y a des valeurs importantes en accompagnement qui sont reliées aussi à ça. C'est-à-dire que c'est la personne qui fait elle-même, c'est pas nous qui faisons pour l'autre, c'est le respect complet de son modèle du monde. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le nommer en plus de ce que tu viens de dire. Peut-être préciser, parce que c'est vrai qu'on a échangé là-dessus, c'est-à-dire que tu es guide dans la structure, c'est-à-dire que tu l'accompagnes, tu as ta méthodologie, mais tu as tout ce qui est l'accompagnement de la personne, lié à elle, comment elle vit les choses, le temps, les silences, les respirations, et peut-être aussi pour les gens qui regardent et qui écoutent, sur la calibration, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé d'une puissance, c'est les soupirs, tu vois la respiration, tu as les mouvements oscillatoires rapides qui vont accompagner le travail qui est réalisé avec la personne, qui sont des indications effectivement que les choses sont en train d'être intégré. Exactement. Alors ça c'est un très bon point, parce que comment est-ce qu'on peut valider ou vérifier qu'il y a une intégration? Mais tu le sais parce que tu le fais avec tes clients, tu utilises cette approche-là déjà toi aussi et tu l'enseignes même. Donc quand on travaille avec quelqu'un en accompagnement, bien là avec les yeux, avec le mouvement oculaire, avec le EMA, les gens vont automatiquement nous donner des indices. Eux ne le perçoivent pas nécessairement, mais nous on peut le percevoir. Et une fois que les gens ont compris où se placent des choses pour eux, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils vont le reprendre, le réutiliser, être totalement autonomes dans l'approche. Donc moi, quand je l'ai utilisé au démarrage, c'était aussi pour moi. Donc quand je suis en situation de besoin, j'ai des questions ou je ne sais pas trop, c'est pas clair, ben, je vais moi-même le réactiver. C'est le passage de l'inconscient au conscient. Exactement. C'est-à-dire qu'on va observer quelque chose, inviter la personne à avoir une réflexion sur ça, et ensuite ça va faire son cheminement vers le conscient. C'est exactement ça. Donc faire le lien entre l'être intérieur et l'extérieur pour avoir le plus de cohérence possible. Pour que toute l'information qui est à l'intérieur soit disponible assez rapidement. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour nous permettre d'être plus efficaces,
de mieux nous rejoindre dans tout ce que l'on peut vivre finalement. Et puis bon, pour les gens qui travaillent en thérapie, comme dans ton cas, comment régler certaines problématiques ou certains défis que les gens peuvent avoir qui sont liés aussi au passé. Puis sur des dimensions de coaching aussi, oui. Puis lié à la rapidité, c'est qu'une fois que c'est conscientisé, la personne va le conscientiser, puis à un moment donné, c'est passé à l'inconscient en termes de compétences. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gens vont dire des choses assez intéressantes. Je pense à un homme d'affaires, à un moment donné, j'ai fait un accompagnement avec lui, avec le EMA, et puis je lui pose des questions parce qu'il y avait une décision à prendre. Et puis je lui dis, quand est-ce que tu as pris une décision hyper efficace? Et ses yeux sont allés par là. Et là, j'ai fait, ramène tes yeux par là. Il a fait le lien lui-même. Et le lendemain, il avait pris sa décision, c'était réglé. Et puis il a dit, waouh, c'est génial, je l'utilise. Et voilà. Donc c'est d'une simplicité, en fait, qu'on comprend le principe d'utilisation. Donc c'est ce que les accompagnants, autant coach, thérapeute ou autres, apprécient. Et c'est ce qui fait que la personne peut être totalement autonome. C'est simple aussi pour elle à pouvoir l'utiliser. Et là, si tu veux, on va aller sur ce territoire-là. Parce que, tu sais, on a des croyances un peu inconscientes collectives. C'est que, avec des trucs un peu stupides, comme il faut souffrir pour guérir. Ah oui. Il faut que ça soit long. Oui. Il faut que ça soit dur. Oui. Et c'est vrai que... oui, il y a vraiment ces croyances-là. Oui. Eh bien oui. Et ça, c'est... Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, lié à l'effet que ça donne? C'est qu'il y a toujours un côté, c'est trop beau pour être vrai. Absolument. Tu vois ce que je veux dire là-dessus? Moi, écoute, j'ai plusieurs croyances par rapport à ça. La première, c'est que les choses arrivent au bon moment, quand les personnes sont prêtes. Donc c'est vrai qu'il y a une question de temps pour que les choses se mettent en place pour que la personne soit vraiment prête. Mais quand la personne est prête, peu importe ce qu'on veut dire par prête, lorsqu'elle a la capacité de contacter ce qui est à l'intérieur d'elle, parce qu'une des raisons pour lesquelles ça prend tant de temps que ça, c'est que la personne ne frappe pas la bonne porte, ou ouvre pas la bonne porte, ou ne va pas chercher les ressources qu'elle a déjà parce qu'elle ne sait pas où ils sont placés. Si je cherche quelque chose dans ma maison et que je ne sais pas où c'est placé, je peux chercher pendant des semaines. Oui. Mais si j'ai un inventaire et que c'est marqué c'est à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là, ça va être beaucoup plus rapide. C'est la même maison, c'est les mêmes ressources, tout est déjà là, mais il y a une question de rapidité d'exécution pour aller chercher l'information. Absolument. Donc le EMA permet d'être beaucoup plus efficace en termes de rapidité parce que c'est une cartographie de où les choses se placent à l'intérieur de nous et la possibilité d'ouvrir la porte d'entrée pour aller visiter la propriété. Peut-être juste de redire, c'est qu'en même temps, ça bouge. Oui. Hein? Oui, c'est que s'il y a un endroit que c'était placé, on va savoir où c'est qu'on l'a mis ailleurs, mais les choses vont aussi bouger, les choses ne sont pas figées. Non, on a le droit de déménager, même des fois c'est très bien de déménager. Et on peut jeter des trucs, acheter des nouvelles choses. Oui, mais si j'ai quelque chose sur la table, je peux l'emmener par la porte d'entrée. Donc oui, absolument. Donc même au niveau du mouvement oculaire, des fois les gens vont regarder dans une direction et quand on va valider, poser d'autres questions, c'est rendu ailleurs. Mais c'est excellent que ce soit rendu ailleurs. Parce que ça veut dire justement que la personne a cheminé, qu'elle a changé. C'est une indication qu'il y a quelque chose qui a bougé, comme tu dis, dans le bon sens du terme, pour emmener la personne encore plus près de ce qu'elle veut régler, ce qu'elle veut résoudre ou ce qu'elle veut atteindre comme objectif. Juste sur ce qu'on évoquait autour de l'inconscient, dans le sens du moment où c'est prêt, peut-être pour les gens qui ont un niveau d'information pas suffisant là-dessus, c'est que l'inconscient, c'est notre meilleur des gardiens. Oui. Et qu'il sait très bien ce qui est bon ou pas bon, et que si c'est pas le moment de faire les choses, il va faire le nécessaire pour travailler quelque chose, mais pas la profondeur. Comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire qu'il va le travailler à la surface qui lui est nécessaire à lui. Oui, moi ce que je trouve vraiment super avec ça, c'est qu'on travaille autant avec le conscient que l'inconscient. Et c'est les deux qui ont de l'importance. C'est-à-dire dans beaucoup d'approches, c'est le mental qui est seulement important, dans d'autres approches, c'est seulement l'inconscient qui est important. Moi je privilégie l'utilisation des deux et que les deux communiquent et échangent. Donc c'est une collaboration. C'est pas juste un niveau qui est important, c'est pas juste le niveau. C'est comme un couple, tu sais, hein. Il faut à un moment donné qu'il y ait un petit peu de l'un et de l'autre pour que le couple reste ensemble. Des fois, c'est un qui a raison, des fois, c'est l'autre qui a tort, c'est vrai. Mais l'important, c'est qu'ils communiquent ensemble pour bien s'entendre et faire en sorte d'atteindre le but fixé par les deux. Par les deux. Donc, l'EMA permet ça. Permet de conscience de parler à l'inconscient et vice-versa. C'est l'une des racines de l'autonomie puis de la prise en charge
de la personne d'elle-même par rapport à ça. Oui. Parce que c'est effectivement qu'elle passe de un à l'autre, qu'elle entend des choses de son inconscient, qu'elle conscientise, oui. puis qu'elle bascule effectivement dans l'inconscient. Et qu'ensuite qui est remis en action. C'est exactement ça. OK. Qu'est-ce qui fait que... Parce que là, ça fait combien d'années que tu as travaillé ça? Ça fait une vingtaine d'années déjà. OK. Ouais. Puis ça fait combien d'années que tu as commencé à mettre en place des choses pour partager? Oui, alors tu sais, ça a pris un certain temps parce que je le faisais pour moi et pour que ce soit mieux pour mes clients en privé. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des outils qui étaient vraiment intéressants. Et comme je donne des formations, je forme des thérapeutes, des coachs, etc., je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de partager mes découvertes avec certaines personnes que je formais. Donc j'ai commencé comme ça. Mais à titre expérimental, en leur disant, bon ben voilà, moi c'est ça que j'ai découvert, testez, validez, vérifiez, vous verrez. Et après un certain temps, donc ça fait à peu près 2-3 ans, ils me revenaient en disant, waouh, ça a donné ci avec mon client, c'est génial pour ceci et cela. Et je me suis dit, ben peut-être que ce serait le temps d'élargir et de commencer à l'enseigner à un plus grand public, à donner l'information. Et moi, mon intérêt a toujours été à ce que les gens, monsieur et madame tout le monde, et non pas juste les professionnels, mais que monsieur et madame tout le monde ont aussi des outils de développement personnel, pour travailler sur eux, pour avancer, pour être en plus de ressources, mais aussi les professionnels, bien entendu, puissent avoir des outils pour accompagner l'autre, mais dans un rôle éducatif. C'est-à-dire que c'est important pour moi que les gens apprennent, qu'on revient sur le côté autonome, apprennent à le faire pour eux quand c'est possible. C'est vrai qu'il y a certains contextes où les gens ont vraiment besoin d'un accompagnement de plus longue durée, ça c'est tout à fait normal. Oui. Mais dans le coaching, là c'est d'autres thématiques, c'est plus orienté solution, ça c'est autre chose. Donc les gens développent cette autonomie pour être capables de travailler sur eux, de se développer, d'atteindre leur objectif. Toujours dans le but, je ne sais pas si je suis trop idéaliste, mais pour moi c'est tellement important d'être une meilleure personne, d'atteindre nos buts, de se réaliser encore plus, d'être encore plus heureux sur Terre. Oui, la croissance. La croissance. La croissance. C'est ça. Et quand on pense à cette croissance-là, c'est vrai qu'on regarde souvent le travail de la souffrance, le travail du négatif, quoi, en quelque sorte, qui est propre à l'être humain. Ça fait partie de ses composantes parce que ça nous a permis d'anticiper, de prévoir, de nous mettre en sécurité par rapport à un certain nombre de choses. Et qu'aujourd'hui, on voit un peu les choses autrement, que toute la dimension du positif. Oui, pour la psychologie positive. Absolument. Par exemple, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des liens entre l'EMA et ça? Absolument. Oui. Ben écoute, c'est sûr que l'EMA, le gros avantage, c'est qu'il peut être utilisé autant pour thérapeutes, dans des aspects thérapeutiques de souffrance, que dans l'approche du coaching ou de d'autres techniques d'accompagnement plus orientées solutions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on peut avoir la capacité d'accéder à toutes les ressources inconscientes qu'a la personne, autant quand quelqu'un est en souffrance que quand quelqu'un va bien et veut aller mieux, ça peut être utile d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que c'est une approche assez universelle dans ce sens-là. Elle s'adresse à toutes sortes de professionnels, et pas uniquement dans le domaine de la thérapie ou du coaching, mais des gens qui sont conseillers en orientation, des gens qui sont dans le domaine de l'éducation avec les jeunes, voilà. Au niveau des apprentissages, au niveau du soin, au niveau de l'accompagnement, on le trouve un peu partout. C'est exactement ça. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de l'utiliser avec des gens qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais. Ah oui, merci. C'est-à-dire qu'au niveau du langage, ils sont vraiment sur des apprentissages de base, qui fait qu'ils n'ont pas les mots. Et quand on commence à parler de soi, puis qu'on n'a pas forcément le vocabulaire, on peut quand même travailler. Oui, c'est ça, parce qu'on voit où vont les yeux, et puis les gens vont nous montrer, comme tu sais, on utilise aussi le mouvement corporel, donc c'est pas juste le regard, c'est la personne où elle va placer quelque chose, où elle prend conscience de ce qui se passe aussi en dedans d'elle. Et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'elle reste du début à la fin maître. Oui, la personne a entièrement et totalement la maîtrise, et c'est elle qui décide si elle veut faire ou non. Donc, c'est pas nous qui imposons, fais ceci, fais cela, va à droite, va à gauche. C'est la personne qui décide. Et qu'on soit sur une logique thérapeutique ou de coaching, pour ces deux aspects-là, c'est que du bon pour à peu près tout le monde. Exactement. OK. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Bon, en espérant que l'échange qu'on vient d'avoir va pouvoir donner des renseignements aux personnes qui vont le regarder. Bonne continuation de pratique à toi. Ouais. Et puis au plaisir de vous former ou
d'avoir des gens qui sont déjà formés en EMA, qui vont pouvoir contribuer et vous aider à atteindre vos objectifs à vous.